Alors, tout d'abord, il faut déjà comprendre le principe donc, de la ventilation par pression positive continue. Donc, c'est un moyen qui permet de lutter contre la fermeture des voies aériennes supérieures. Donc, ça fait un peu l'effet d'une attelle pneumatique au niveau des parois des voies aériennes supérieures. Donc, c'est des appareils qui délivrent une pression qui correspond en fait à la pression critique de fermeture des voies aériennes supérieures au début. Donc, cette pression est délivrée au début de l'inspiration. Et le but, donc, c'est de stimuler les récepteurs nasopharyngés et augmenter donc le calibre des voies aériennes supérieures, donc éviter ce collapsus pharyngé. Alors, il y a eu une évolution remarquable des appareils donc, de ventilation par PPC, les toutes anciennes appareils, maintenant des appareils de plus en plus petites et surtout qui donnent un niveau sonore donc le plus bas possible. Alors, donc ces appareils-là de PPC vont insuffler un niveau donc d'air dans les voies aériennes supérieures via ce masque. Et cette pression fait délivrer, elle est réglable entre 4 ou 5, ça dépend du type de la machine, jusqu'à 20 cm d'eau, soit une pression fixe, c'est les appareils PPC fixes, ou bien une pression qui varie en fait en fonction de la baisse du débit au niveau des voies, du débit aérien du patient. C'est ce qu'on appelle les PPC, donc autopilotés, ou les CPAP, donc en anglais. Alors, en fait, l'étape du choix du masque est une étape importante pour garantir l'efficacité et surtout l'adhésion du patient à ce type de ventilation. Alors, on dispose de masques nasales, c'est les masques qu'on propose à défaut donc à nos patients, mais il y a la possibilité d'utiliser un masque narinaire ou bien un masque facial. Et la règle ici, au moment de la mise en place de ces appareils de PPC, d'avoir en fait tous les masques possibles pour adapter donc le masque au patient et surtout à la taille, à la morphologie également donc du nez du patient afin donc de garantir la tolérance surtout et ensuite l'efficacité puisque l'efficacité dépend de l'observance qui dépend de la tolérance de la PPC. Et un élément important, les masques qu'on utilise, c'est des masques à fuite, ce n'est pas les masques sans fuite qu'on a utilisés au cours de la Covid, par exemple. Alors, j'ai dit qu'à défaut, c'est des masques, c'est un masque nasal qu'on utilise classiquement. Il y a des fois où, d'emblée, on peut proposer un masque facial au patient. C'est en fait lorsque il y a un obstacle nasal évident, un obstacle, soit à l'interrogatoire. Donc, c'est vraiment un interrogatoire minutieux avant la mise en place donc, de la CPAP s'impose pour vérifier si cliniquement le patient présente une obstruction nasale évidente ou bien au moment de l'analyse de l'enregistrement polygraphique ou polysomnographique, on peut regarder s'il y a une suspicion d'obstruction nasale sur donc, la disparition de la partie inspiratoire donc, à la courbe ou bien si il y a une suspicion d'obstruction nasale si le patient rapporte une gorge sèche ou bien s'il y a une notion d'urinite ou bien des antécédents de traumatisme nasal ou bien si on note une déviation de d'occlusion nasale. Ces patients-là qui probablement ont une respiration buccale et donc il faut plutôt proposer un masque facial plutôt qu'un masque nasal. Donc d'emblée, ça c'est les indications d'un masque facial d'emblée. Alors, quelles sont les indications donc de la ventilation par PPC? En fait, ce mode de ventilation, c'est le traitement de choix pour le traitement du syndrome d'apnée du sommeil. C'est indiqué lorsque l'index d'apnée-hypopnée est supérieur ou égal à 30 ou bien entre 15 et 30 s'il y a un index de micro-éveil élevé qui est au moins de 10 heures de sommeil. Mais l'indication de la PPC également doit tenir compte d'autres facteurs, notamment l'existence de comorbidités graves qui, lorsqu'ils sont là, même si l'index est compris entre 15 et 30, il faut proposer une ventilation par PPC, notamment l'hypertension artérielle mal équilibrée malgré un traitement optimal, les fibrillations récidivantes, l'insuffisance ventriculaire sévère, les maladies coronaires mal contrôlées et les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux. À côté des comorbidités, on peut également considérer dans l'indication de la PPC, c'est des malades dont l'index est compris entre 15 et 30,
la plainte du patient, notamment la plainte en termes de somnolence diurne. Et ici, vraiment, c'est un facteur à considérer dans le choix, dans l'indication du traitement. Moi, personnellement, j'ai un malade, un ophtalmologue, qui avait un index à 20 et qui était vraiment gêné au moment de l'intervention. Vous savez, la chirurgie ophtalmo, c'est une chirurgie très fine, et donc il était gêné même au moment de l'acte opératoire. Et bon, en Tunisie, il faut un index supérieur à 30 pour appareiller nos malades, malheureusement. Donc, il a acheté la CIPA par ses propres moyens à cause de cette somnolence qui était vraiment handicapante pour son travail. Alors, l'efficacité, normalement, elle est immédiate. Dès la première nuit, les malades sont contents. Le conjoint, surtout, parce qu'il n'y a plus le bruit du ronflement, mais également la disparition. Il y a les fuites, mais c'est mieux toléré que le ronflement, croyez-moi, parce que souvent, ils viennent les deux en consultation, ils sont contents dès la première nuit, donc ils dorment mieux. Et puis, il n'y a pas cette nicturie, ça disparaît, vraiment, c'est un signe qui disparaît de façon remarquable dès la première nuit de ventilation le plus souvent. Avec les autres signes également, on a une efficacité immédiate sur les céphalées, sur la fatigue matinale. Et puis, il y a une restauration également d'architecture du sommeil, c'est-à-dire dès les premières nuits, le malade vous dit que j'arrive à avoir un sommeil régulier. Il n'y a plus ces réveils fréquents au cours de la nuit. Alors, à long terme également, l'efficacité a été prouvée sur la vigilance diurne, sur les capacités cognitives, sur le retour, donc la bonne qualité du sommeil qui devient régulier et surtout un sommeil réparateur au réveil. Le retentissement et une efficacité sur l'activité socio-professionnelle, la qualité de vie. Qu'en est-il maintenant de l'efficacité sur les complications cardiovasculaires et le risque de mortalité? Alors, le traitement par PPC a montré son efficacité sur le traitement, en fait, pas la disparition de l'hypertension artérielle, mais surtout équilibrer une HTA qui est souvent mal équilibrée chez les patients apnéiques, mais c'est une efficacité qui est étroitement corrélée à l'observance à la PPC. Également, l'efficacité de la PPC a été démontrée sur l'amélioration de la survie chez les insuffisants cardiaques. Également, ça diminue le risque de mortalité après un événement coronarien aigu. Les malades appareillés ont un risque de mortalité moindre. Et également, sur les troubles du rythme, on sait que le syndrome d'apnée de sommeil, c'est un facteur de risque d'échec de la réduction de la fibrillation auriculaire. Donc, c'est des malades qui ont un risque accru de récidive de leur fibrillation auriculaire. Et les malades appareillés par CPAP ont un risque moindre donc de récidive de leur fibrillation auriculaire par rapport aux patients aux apnéiques non appareillés. Alors, en pratique, avant la mise en place de la PPC, l'étape de l'éducation et l'information, vraiment, c'est important. C'est important d'expliquer aux patients le mécanisme de cette pathologie, que c'est un collapsus qui survient au cours du sommeil. C'est important de lui expliquer ça parce qu'après, ça va être plus facile qu'il adhère en fait à l'utilisation de la CPAP au cours des siestes. Des patients souvent oublient que d'utiliser les CPAP pendant la sieste, alors ils l'utilisent uniquement la nuit. Donc, lorsqu'on leur explique que c'est un mécanisme qui survient au cours du sommeil, donc il va adhérer mieux à l'utilisation pendant les siestes. Donc, il faut bien éduquer le patient et cette éducation va être faite et avant tout par le médecin prescripteur, mais ici, le prestataire également joue un rôle important dans l'éducation du patient. Et puis, il y a la détermination de la pression efficace. Là aussi, c'est ce qu'on appelle la titration, étape importante, c'est déterminer la pression qui permet la disparition, soit de 95 ou 90, ça dépend du type d'appareil qu'on utilise, des événements respiratoires anormaux et également des symptômes associés, nocturnes ou diurnes. Alors, il y a trois façons de faire. On peut utiliser la titration manuelle sur une nuit sous contrôle polysomnographique ou bien la titration par PPC fixe à l'hôpital ou à domicile par un appareil autopiloté. Alors, le premier choix qui est le choix de référence en matière de titration, mais là, ça suppose qu'on a un laboratoire de sommeil, vu la fréquence élevée de cette maladie, donc c'est un moyen de titration qui n'est pas de pratique courante.
Le deuxième moyen de faire, c'est utiliser des appareils autopilotés. Donc, c'est des appareils qui vont varier la pression en fonction de la baisse du débit aérien du patient sur 7 à 10 jours. C'est économique. Puis, on va regarder le rapport, donc, et on regarde la pression qui fait disparaître 90 ou 95% des événements respiratoires et on va proposer cette pression aux patients. Alors, la troisième façon de faire, c'est la PPC par pression positive. Là, on va fixe, c'est-à-dire on va proposer une pression, 7 par exemple, 8 donc aux patients, et on va augmenter progressivement cette pression en fonction de la disparition des symptômes cliniques et en fonction du rapport donc d'observance du patient, en fait, le rapport d'observance de la machine. Alors, chez quel patient, et c'est généralement sur 5-7 jours maximum, on arrive à atteindre la pression efficace du patient, c'est-à-dire qui permet de la disparition des symptômes cliniques et qui permet de réduire les événements respiratoires avec un index qui va chuter à moins de 5 par heure. Alors, pour quel patient on va utiliser cette façon de faire la titration, c'est-à-dire par pression fixe? C'est chez les insuffisants cardiaques. Et là, vraiment, c'est une titration qu'il faut la faire au moins au cours d'une hospitalisation parce qu'il faut vérifier la tolérance hémodynamique. Donc, c'est des patients qui il faut prendre la tension, la fréquence cardiaque et puis mettre la PPC et surveiller donc la PPC après donc au moins la première heure. Donc, c'est des malades au moins les 2 premiers jours à faire donc au cours d'une hospitalisation. Alors, les malades qui ont une hypoventilation, là, au départ, on disait que vraiment tous les malades qui ont une hypoventilation associée, éviter l'autopiloté, c'est une PPC fixe. Maintenant, on est un peu revenu sur ce point-là et c'est surtout les hypoventilations sévères. Là, vraiment, on reste dans la PPC fixe, mais on peut proposer en cas d'overlap syndrome, donc si l'hypoventilation n'est pas très importante, une titration par un appareil autopiloté. Alors, ceux qui ont des antécédents de chirurgie vélaire également, il vaut mieux faire la titration par une pression fixe et non pas autopilotée. Alors maintenant, une fois déterminée la pression, donc l'étape de titration fixe, l'étape de titration est faite, quel appareil choisir à notre patient? Donc, est-ce que c'est un appareil qui délivre une pression fixe ou bien un appareil qui délivre une pression autopilotée? Alors, classiquement, c'est des appareils à pression fixe qu'on va proposer, sauf cas particulier. Alors, c'est les malades qui ont des événements respiratoires qui dépendent de façon étroite au stade du sommeil, soit lorsque la pression efficace nécessaire est élevée, lorsqu'on dépasse 12 centimètres d'eau, c'est vraiment difficile de tolérer cette pression par un appareil à pression fixe. Et également, si vraiment malgré que la pression n'est pas très élevée, le malade tolère mal la PPC fixe ou bien il peut nous dire non, je tolère mieux donc une pression, un appareil autopiloté. Là, on peut également proposer, selon la préférence du patient, un appareil autopiloté au long cours. Mais à défaut, c'est des appareils à pression fixe. Alors, la littérature dit, donc des méta-analyses ont été publiées, qu'on dit que il n'y a pas de supériorité des appareils autopilotés par rapport aux appareils à pression fixe. C'est pour cela que, en dehors des indications donc, que j'ai citées tout à l'heure, donc on propose des appareils à pression fixe au long cours. C'est moins cher et puis il n'y a pas surtout de supériorité parce qu'à un certain moment, on disait qu'il y a une meilleure observance avec les autopilotés. Or, ceci n'a pas été vérifié et donc l'observance et l'efficacité, ils se valent donc aussi bien à pression fixe qu'à pression autopilotée. Alors, reste le cas particulier du SAS central maintenant. Alors, les patients qui ont un SAS central, la ventilation par pression positive continue fixe est à proposer en première intention. Donc, ce n'est pas les autopilotés, mais il faut un appareil fixe. Si un malade qui a un SAS central avec une insuffisance cardiaque, même s'il a un SAS sévère, il faut optimiser le traitement à visée cardiaque avant de proposer la ventilation. Une fois optimisé le traitement cardiaque et le SAS central est toujours là, à ce moment-là, on proposera une ventilation par pression
fixe et en respectant les mêmes précautions tout à l'heure, c'est-à-dire vérifier la tolérance hémodynamique au moment de l'instauration. La deuxième option de ventilation, c'est la ventilation par d'autres appareils particuliers de ventilation par PPC, c'est la ventilation auto-asservie. Là, c'est des appareils qu'il faut bien sûr, au départ, on a dit c'est vraiment la technique, en fait, le moyen de ventilation de choix pour les insuffisants cardiaques, mais depuis l'étude SERVE-HF publiée en 2015, il a été démontré que ce type de ventilation augmente la mortalité chez les patients qui ont une importante altération de leur fraction d'éjection du VG. Donc, maintenant, c'est à éviter pour ce genre de patients. Alors, c'est quoi ces ventilations auto-asservies? C'est des ventilations à double niveau de pression. Donc, il y a une pression expiratoire qui peut être fixe ou variable et une aide inspiratoire qui est variable selon la ventilation du patient. Et c'est très important, ça permet de réduire cette hyperventilation chronique et on sait que l'hyperventilation chronique risque de donner une hypocapnie qui, elle, va favoriser donc le SAS central. Donc, c'est un moyen qui est intéressant, qui est actuellement recommandé dans le SAS central lié à une insuffisance cardiaque et à fraction d'éjection conservée, également au SAS central lié aux opioïdes, le SAS complexe et le SAS central idiopathique. Et il y a une cohorte qui a été rapportée par professeur Meurice lors du dernier congrès de sommeil 2021, l'étude facile ventilation auto-asservie, une cohorte de presque 500 patients suivis entre 6 mois et 2 ans. Et bien, dans cette série, il n'y a pas eu de décès directement lié à la ventilation, d'où l'innocuité donc de ce type de ventilation chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection conservée et surtout l'efficacité de ce type de ventilation sur la qualité de sommeil, sur la qualité de vie qui a été observée dès le premier mois d'utilisation et surtout ça a été maintenu durant le suivi de ces patients. Alors, une fois donc on a choisi le type d'appareil à ventiler pour notre patient, donc là, le suivi. C'est très important de ne pas perdre ce patient et surtout le suivi les premiers mois. C'est vraiment ce suivi-là qui est déterminant pour l'adhésion au traitement après. Alors, le suivi, normalement, se fait à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et puis il doit être annuel. Ça, c'est le suivi minimum. Mais maintenant, on peut voir, bien sûr, au besoin, le malade si vraiment nécessaire. Alors, le suivi se fait sur la tolérance, sur l'observance et sur l'efficacité. Alors, comment on va le faire? Surtout pas faire des polygraphies systématiques sur PPC, non, mais on a la clinique, on a le score d'Epworth pour évaluer l'amélioration de la somnolence, et puis il y a le rapport de machine. Alors, les effets indésirables, il y en a, mais heureusement, c'est des effets mineurs, mais c'est important à connaître et à rechercher systématiquement en vue d'agir rapidement pour ne pas perdre l'observance du patient. Donc, surtout ce problème de sécheresse nasale et buccale qu'on peut observer sous CPAP, eh ben, il faut le chercher pour essayer de résoudre le problème. Et des fois, il suffit de changer le type de masque, d'un masque nasal à un masque facial, tout rentrera dans l'ordre. Ou bien, par exemple, ajouter donc un humidificateur également et cette sécheresse peut disparaître. La claustrophobie également, c'est pas si rare que ça. Il y a quelques malades qui vraiment n'arrivent pas à accepter ce masque sur le visage. Et là, le masque narinaire, hein, il est plus petit, donc il est mieux accepté chez les patients claustrophobes. Alors, malgré tout et malgré l'éducation faite, etc., il faut dire que l'observance, vraiment 30% d'abandon à 3 ans, c'est un chiffre même en petit. Moi, personnellement, dans ma série, j'ai à peu près le même chiffre. Alors, lorsque je parle d'observance, c'est des personnes qui utilisent au moins 4 heures par nuit et au moins 70% durant la période. Alors, l'efficacité, cette adhésion au traitement dépend étroitement de la sévérité du patient. Vous voyez, pour les SAS sévères, une observance de 80% versus 58%. Mais également, ça dépend de l'observance de la plainte initiale du patient. Plus le patient était symptomatique et surtout la somnolence, plus il va adhérer au traitement.
Également, le degré de l'amélioration clinique. Lui, lorsqu'il sent une amélioration, il va adhérer plus à sa CPAP. Ça dépend également de notre prise en charge, nous, les patients, comment on prend en charge notre patient, le suivi régulier. Et puis, il y a le contexte culturel, là, il ne faut pas l'oublier. Et parfois, c'est un rejet d'avoir. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, c'est une troisième personne dans la chambre quand même, la CPAP. Et des fois, c'est mal accepté. Alors, dans l'éducation, oui, c'est trois personnes, oui. Alors, donc, cette éducation, vraiment, c'est très, très important. Et dans cette éducation, il n'y a pas que le médecin traitant. Donc, il y a des fois un médecin prescripteur, un médecin traitant. Parfois, ce n'est pas le même médecin, mais le plus souvent, le médecin traitant, c'est lui prescripteur. Et puis, il y a le rôle des prestataires, donc ici, jouent également un rôle important dans l'éducation et dans le suivi. Alors, dans cette éducation, c'est très important d'expliquer aux patients l'appareil, donc le principe donc, de cet appareil, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle délivre, la pression, etc. Le mécanisme d'action, c'est-à-dire le fait qu'elle joue le rôle d'une attelle pneumatique, elle évite le collapsus pharyngé. Il faut lui expliquer qu'il faut fermer la bouche au moment de la ventilation, c'est très important. Et l'utilisation régulière et surtout l'utilisation pendant la sieste et l'entretien de l'appareil également, c'est un élément important qu'il faut vraiment insister auprès du patient. Alors, dans ce suivi, le relevé de machine, vraiment, ici, est très important et à chaque consultation, on doit retirer donc ce rapport de CPAP de la machine. Donc, et on regarde les fuites, on regarde les événements résiduels, l'index d'apnée-hypopnée, on regarde l'utilisation médiane, moyenne, l'utilisation de plus de 4 heures, combien. Et également, en plus de ce rapport, il faut regarder les courbes. Donc, sur le logiciel, il faut regarder le courbe, chercher les fuites. Est-ce que c'est des fuites buccales? Est-ce que c'est des fuites liées à une mauvaise adaptation du masque? Donc, tout ça, vraiment, c'est important que le médecin donc, analyse à chaque consultation. Donc, pour résumer, la ventilation par pression positive continue, c'est le traitement le plus efficace du syndrome d'apnée de sommeil. Il y a une évolution importante en matière d'appareils de PPC, tout ceci pour garantir une meilleure qualité de traitement. Il faut dire, on ne peut pas tout demander à la ventilation par PPC en matière de complications du syndrome d'apnée de sommeil. Le traitement par PPC doit être obligatoirement associé au traitement spécifique des complications. Et pour garantir cette efficacité, il faut insister sur l'éducation et surtout sur le fait que la prise en charge du syndrome d'apnée de sommeil doit être vraiment une prise en charge personnalisée parce qu'il n'y a pas un malade apnéique, mais il y a vraiment plusieurs malades apnéiques. Et je vous remercie.